Si vous et vos amis étiez forcés de retourner dans votre ville natale pour une revanche contre un clown démoniaque mangeur d'hommes, que feriez-vous? Il va utiliser vos pires craintes contre vous, et si vous ne parvenez pas à le battre cette fois-ci, vous allez tous mourir. Je vais donc vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre le retour de Gripsou dans Sa, chapitre 2. Cette petite ville est sur le point d'être terrorisée par un secret diabolique tapis juste sous la surface. En septembre 1989, le club des ratés est assis au bord de la rivière, se regroupant après leur affrontement avec Gripsou. Beverly explique que pendant qu'elle était coincée dans les lumières mortes, elle a eu une vision d'eux retournant dans les égouts en tant qu'adulte. Bill ramasse un morceau de verre brisé et chacun fait le serment de retourner à Derry et de terminer le combat s'il revient un jour. 27 ans plus tard, un jeune homme nommé Adrian et son petit ami Don quittent la fête foraine quand ils sont agressés par une bande de délinquants homophobes. Les adolescents les suivent jusqu'à un pont voisin où ils sont brutalement attaqués par les hommes, qui battent Adrian sans ménagement et le jettent dans la rivière en contrebas. Luttant pour rester à flot, Adrian aperçoit Gripsou sur la berge. Le temps que Don arrive, Gripsou a déjà pris Adrian dans ses griffes et il lui arrache un énorme morceau de poitrine, le dévorant vivant avant de disparaître dans une nuée de ballons rouges. Pendant ce temps, Mike, le seul raté resté à Derry, entend un appel sur son récepteur de radio de la police à propos du meurtre, et il se précipite sur les lieux pour enquêter. En arrivant sur le pont, il trouve un des ballons rouges emblématiques de Gripsou et les mots « Rentrez à la maison » écrits en lettres de sang sur les colonnes de soutien. Il se rend compte que ça est de retour. Mike appelle chacun des autres ratés et leur dit qu'ils doivent revenir à Derry immédiatement. Bien que leurs souvenirs se soient effacés les uns après les autres, ils acceptent tous, laissant derrière eux leur vie d'adulte pour découvrir ce qui se passe dans la ville de leur enfance. Incapable de faire face à son retour, Stanley choisit tragiquement de mettre fin à ses jours, laissant le groupe avec un ami en moins. Ok, ce clown a la mauvaise habitude de toujours se montrer au pire moment. Il ne faut jamais laisser les brutes vous bousculer. Sauf bien sûr si vous êtes sur un pont isolé au milieu de la nuit, sans témoin ni renfort, et qu'ils sont 2 fois plus nombreux que vous. Je déteste laisser des crétins comme eux s'en tirer à bon compte, mais Adrian aurait vraiment dû leur donner sa casquette et s'en aller pendant qu'il en avait encore l'occasion. C'était une mauvaise idée de provoquer un combat, d'autant plus qu'ils ne savaient pas quel type d'armes ils pouvaient avoir, ni jusqu'où ils étaient prêts à aller dans leur escalade. Je lui donne raison, Adrian est beaucoup plus courageux que moi. Mais maintenant, il est aussi beaucoup plus mort que moi. Alors faites votre choix. C'est peut-être la première fois qu'Adrian rencontre Gripsou, mais il a sûrement dû voir quelques films d'horreur auparavant. Même sans savoir ce que ça est vraiment, son instinct aurait dû lui dire que ce clown à l'allure effrayante qui se tenait au bord de la rivière au milieu de la nuit n'était pas là pour lui prêter main forte. Si Adrian était resté calme, avait dirigé ses pieds vers l'aval et attendu que le courant le ramène sain et sauf sur la rive, il aurait pu éviter de se retrouver dans la gueule d'un clown démoniaque. Une chose importante à souligner, c'est que dans le premier chapitre, Gripsou n'attaquait que les enfants. Mais il semble s'attaquer aux adultes maintenant, ce qui indique qu'il est devenu plus fort et plus audacieux pendant qu'il était dans sa cachette. Bon, si mon ami dont je n'ai eu aucune nouvelle depuis 27 ans m'appelait pour me dire qu'un clown démoniaque est en train de tuer des gens dans ma ville natale et qu'il essayait de me convoquer pour un dîner de retrouvailles où j'étais autrefois le plat principal, croyez bien que mon premier réflexe serait de raccrocher le téléphone, de bloquer son numéro et d'aller passer de bonnes vacances dans un endroit éloigné de tout monstre de cirque. Le problème, c'est qu'ils ont un serment de sang à respecter, une famille et des amis à venger, et en plus, ils savent que s'ils essaient de fuir ça, il finira par les traquer. S'ils veulent survivre, leur seule option est donc de se battre. Ils ont déjà battu Gripsou une fois, et c'était quand ils n'étaient que des enfants. Donc aussi terrifiant que ça puisse être, le mieux est de rassembler leur courage, d'y aller les armes à la main, et de faire éclater les ballons de baudruche de ce clown une fois pour toutes. Avant même de poser le pied sur le sol de Derry, je ferai 2 arrêts dans mes magasins de sport et de bricolage préférés. Nous verrons ensuite si Gripsou appréciera que je me présente avec une tronçonneuse et un fusil de calibre 12 à double canon. À l'hôpital psychiatrique de la ville, Henry Bowers voit un ballon rouge flotter à l'extérieur de la fenêtre. Et il commence à piquer une crise obligeant les infirmiers à l'enfermer dans sa chambre. Il aperçoit un autre ballon sous son lit et tire dessus jusqu'à ce qu'il éclate, révélant son ami Patrick zombifié qui se cache dessous. Le zombie donne à Bowers son vieux couteau. Et cette nuit-là, il l'utilise pour attaquer un autre patient, créant ainsi une distraction qui lui permet d'avoir le dessus sur le garde de sécurité et de s'échapper pour aller à la recherche des ratés une fois de plus. Les ratés arrivent à Derry et se retrouvent dans un restaurant chinois où ils boivent quelques verres et prennent des nouvelles de leur vie d'adulte. Finalement, la conversation porte sur la raison de leur présence, et Mike explique que ça est de retour, leur rappelant qu'ils ont tous fait le serment de détruire la créature une fois pour toutes quand le moment serait venu. Le groupe ouvre ses biscuits chinois, révélant qu'il n'y a qu'un seul mot à l'intérieur. En les arrangeant, ils se rendent compte que le message dit « Je suppose que Stanley n'a pas pu s'en sortir ». Soudain, les autres biscuits chinois commencent à sauter du bol et plusieurs petites créatures mutantes en sortent. Mike prend la chaise et commence à attaquer les mini-monstruosités, mais quand l'hôtesse vient voir ce qui se passe, ils se rendent compte que c'était dans leur tête. C'était la première illusion de Gripsou.
Une fois dans le parking, Bev tente d'appeler Stan, mais sa femme répond et leur annonce que leur ami est mort. Bien que Bev semble savoir ce qui s'est passé avant même qu'elle ne le lui dise. Ils prennent chacun leur voiture et retournent à l'hôtel, ne laissant derrière eux que Mike et Bill. Mike le supplie de l'écouter, disant qu'il a une dernière chose à lui montrer avant qu'il ne décide s'il veut rentrer chez lui et abandonner. Pendant ce temps, lors d'un match de baseball à l'autre bout de la ville, une petite fille aperçoit une luciole et la suit sous les gradins. Gripsou surgit de l'obscurité et elle commence à s'éloigner, mais il la convainc de se rapprocher, la tire dans l'ombre et lui arrache la tête avec ses énormes dents. Mike emmène Bill dans son appartement situé dans le grenier de la bibliothèque locale, et il lui verse un verre d'eau qu'il a secrètement agrémenté de racines psychédéliques. Il lui montre un ancien artefact que les Amérindiens ont utilisé autrefois. Ils ont tenté de piéger ça à l'intérieur, et Bill a une vision du rituel qu'il pratiquait. Quand il sort de ses visions, Bill se rend compte que ce que dit Mike est vrai, et ils se rendent à l'hôtel pour convaincre les autres de rester et de se battre. Bill et Mike rencontrent le reste de la bande dans le hall, et ils leur disent qu'ils doivent accomplir le rituel pour vaincre ça une fois pour toutes. Richie suggère d'attendre que la situation s'améliore, mais Bev explique que s'ils n'essaient pas de vaincre ça au cours de ce cycle, ils seront tous tués. Mike dit qu'ils doivent restaurer leurs souvenirs s'ils veulent que le rituel fonctionne, et ils se rendent tous en ville pour mettre leur plan à exécution. La bande se rend dans les bois et trouve leur ancien clubhouse dans l'état où ils l'avaient laissé. À l'intérieur, Bill trouve une boîte à café remplie de bonnets de douche que Stan avait laissé là quand ils étaient enfants, pour qu'ils n'aient pas d'araignées dans les cheveux. Mike explique que le rituel exige qu'ils sacrifient chacun un objet symbolique important de leur enfance. Le bonnet de douche est celui de Stan, mais ils doivent maintenant se séparer pour chercher leur propre relique qui les représentera. Et ils décident de se regrouper à la bibliothèque une fois qu'ils auront chacun retrouvé la leur. Bev se rend à son ancien appartement et sonne à la porte. Une étrange vieille dame l'accueille à l'intérieur pour qu'elle vienne jeter un coup d'œil. Elle se rend dans son ancienne chambre et retire un morceau de plinthe en bas du mur. Et elle retrouve le poème de Ben qu'elle avait caché là depuis toutes ces années. La vieille femme lui sert du thé et retourne à la cuisine pour prendre des biscuits dans le four. C'est alors que Bev se rend compte que quelque chose ne va pas. Et la vieille dame se transforme en un énorme démon. Bev se précipite vers la porte, mais avant qu'elle ne puisse sortir, Gripsou apparaît au bout du couloir, la narguant tout en se maquillant comme un clown. Il la met au défi de fermer les yeux, mais elle ouvre la porte d'un coup sec et sort du bâtiment en courant, réalisant que l'endroit était abandonné depuis tout ce temps, et que tout ce qu'elle a vu n'était qu'un nouveau tour de passe-passe du clown. Ok, quelqu'un devrait sérieusement placer cette grand-mère dans une maison de retraite. Les ratés ont déjà 2 des 7 objets dont ils ont besoin pour terminer leur chasse au trésor infernal, mais leur stratégie me pose déjà quelques problèmes. Mike insiste sur le fait qu'ils doivent se séparer pour trouver seuls leurs artefacts sacrificiels. Je comprends qu'ils n'aient pas toute la journée pour se promener en groupe et trouver leurs reliques un par un, et d'après Mike, ils auraient besoin d'être seuls quand ils trouveront chacun le leur. Mais ça n'empêche pas qu'ils pourraient au moins se séparer par 2, et que l'un surveille l'autre à distance. En cas de problème, comme certains d'entre eux sont plus courageux que d'autres, je voudrais que les plus forts combattent avec les plus faibles. J'enverrai Bev avec Richie, Bill avec Eddie et Mike avec Ben, pour m'assurer que nous soyons tous prêts à faire face à forces égales pour tout ce qui pourrait nous arriver. Maintenant, Bev n'a peut-être pas encore récupéré tous ses souvenirs, mais à part Mike, elle se souvient mieux de leur dernière rencontre avec Gripsou que n'importe qui d'autre. Dans le passé, elle a pu le blesser avec la pointe d'une clôture en fer, ce qui signifie que même si le clown a des pouvoirs surnaturels, il peut toujours être blessé par des moyens conventionnels. Avant d'aller dans son ancien appart, j'aurais pris une arme pour pouvoir me défendre si ça devait apparaître. Une fois à l'intérieur, elle aurait dû rester sur ses gardes et être à l'affût de tout signe indiquant que Gripsou pourrait être dans les parages. Cette vieille dame s'est comportée bizarrement dès qu'elle est entrée, et j'aurais gardé un œil sur elle juste au cas où elle aurait décidé de semer la zizanie. Bev doit encore aller chercher sa relique, mais si elle avait regardé par-dessus son épaule, elle aurait vu la vieille femme l'observer dans l'ombre et se déplacer comme une sorte de monstre possédé. Dès que j'aurais mis la main sur le poème, j'aurais essayé de me faufiler par la porte d'entrée avant que grand-mère ne s'aperçoive de mon absence. Faut être complètement conne pour penser que c'est une bonne idée de rester dans les parages à l'heure du thé. Cette vieille dame a lancé une 12aine de signaux d'alarme avant de passer à l'attaque, et Bev les a tous ratés. Si le visage figé et les cicatrices à la poitrine de mamie ne lui ont pas mis la puce à l'oreille, la photo littérale de Gripsou sur le mur de son salon aurait dû être tout ce qu'elle avait besoin de voir pour savoir qu'il était temps de faire un sprint rapide jusqu'à la porte. En parlant de porte, quand elle décide enfin de sortir de là, elle se heurte à un obstacle puisqu'elle se rend compte qu'elle est fermée à clé. Mais bon sang, Bev, c'est pas comme ça que les portes fonctionnent. Les serrures sont de ton côté. Il suffit de défaire la chaîne de l'entrebâilleur et tu seras libre de partir. Ne reste pas là à donner ton avis au clown, parce que si t'attends trop longtemps, je te promets qu'il te prendra bien plus que ça. Richie se rend au cinéma abandonné et entre en passant le bras par un trou dans la porte. Il prend un jeton d'arcade dans une machine et a un flashback du moment où il a été chassé de l'endroit par Bowers quand il était enfant, avant d'ensuite aller au parc où il a été attaqué par ça sous la forme d'une statue géante possédée de Paul Bunyan. De retour en tant qu'adulte dans le parc, Richie se voit remettre une invitation à ses propres funérailles par un Adrian zombifié.
et il lève les yeux pour voir Gripsou assis sur l'épaule de la statue. Le clown descend en flottant dans les airs, le narguant et lui disant qu'il connaît son secret. Richie s'enfuit pour sauver sa vie et va retrouver les autres. De retour au centre-ville, Bill passe devant un magasin d'occasion et voit le vélo de son enfance dans la vitrine. Il entre à l'intérieur et achète le vieux vélo rouillé au commerçant. En se promenant dans le quartier, il passe devant son ancienne maison et remarque qu'une nouvelle famille y a emménagé. Il arrive à l'égout où son jeune frère Georgie a été enlevé pour la première fois par ça. Et il entend sa voix appeler à l'aide depuis les profondeurs. Voyant les mains de son frère dans l'obscurité, il tend la main pour essayer de le sauver. Mais des dizaines de mains zombies saisissent son bras et commencent à le tirer vers l'intérieur. À la dernière seconde, Bill parvient à s'échapper et s'éloigne en tenant dans ses mains le vieux bateau en papier de son frère. Le nouveau gamin qui vit dans son ancienne maison arrive et lui demande ce qu'il fait. Bill lui crie de ne pas s'approcher des égouts s'il entend des voix à l'intérieur. Le gamin répond qu'il n'entend que des voix provenant du siphon de sa baignoire. Et Bill lui crie qu'il doit quitter cette ville avant qu'il ne soit trop tard. Mais le gamin répond qu'il est censé être au festival, et il s'en va sur son skateboard. Ben se rend dans l'école et entre dans son ancienne salle de classe, où il a un flashback sur les brimades qu'il subissait quand il était enfant. Bev vient lui parler et lui tient la main, mais quand il se penche pour l'embrasser, sa tête s'enflamme et elle le poursuit dans le couloir. Il court vers la porte d'entrée, mais elle est fermée par des chaînes. Alors il fait demi-tour et décide de se cacher dans son casier, où il trouve la page de son album de fin d'année que Bev a signé. Soudain, Gripsou apparaît dans l'obscurité derrière lui, et il court pour sauver sa vie dans le couloir, s'écrasant contre un professeur qui le ramène à la réalité. Ben retourne à l'hôtel et trouve Bev assise dans les escaliers. Elle lui montre le poème, en pensant que Bill l'a écrit pour elle. Mais avant qu'ils aient le temps d'en parler, Richie entre et les pousse en disant qu'il a décidé de quitter la ville. Pendant ce temps, Eddie se rend dans son ancienne pharmacie pour prendre son inhalateur. Pendant qu'il attend, il a un flashback de son enfance et entend sa mère l'appeler d'un endroit qu'il ne voit pas. Il descend au sous-sol pour enquêter et la trouve attachée à une civière au fond d'une pièce délabrée. C'est alors qu'il aperçoit dans l'obscurité une silhouette couverte d'un drap. Elle se précipite vers eux en faisant tomber le drap et révèle qu'il s'agit en fait d'un lépreux hideux. Le monstre se jette sur sa mère pendant qu'Eddie court pour sauver sa vie. Eddie adulte tire le rideau et découvre qu'il n'y a rien derrière. Mais soudain, la créature saute derrière lui et le coince contre le mur. Il décide de se défendre et commence à étrangler le monstre, mais celui-ci vomit de la bile noire sur lui avant de disparaître, et Eddie sort du magasin en courant. Ok, avec le jeton d'arcade de Richie, le bateau en papier que Bill avait fait à son frère, la page de l'album de Ben et l'inhalateur d'Eddie, toutes les reliques sacrificielles nécessaires ont été acquises. Ils ont obtenu ce dont ils avaient besoin pour le rituel, et ils ont même glané d'autres informations utiles en cours de route. À présent, ils devraient tous se rappeler que la créature utilise leur pire peur contre eux quand elle les attaque. Alors avant de se lancer dans le combat final, ils devraient tous prendre des mesures pour se préparer à ce que ça va leur lancer. Et Richie a un secret qu'il a peur qu'on découvre. Il lui suffit donc d'avouer ce qu'il cache à ses amis, ce qui enlèvera au clown le pouvoir de l'utiliser contre lui. Il en va de même pour Ben qui devrait avouer son amour pour Bev afin que la créature ne puisse pas s'attaquer à ses émotions refoulées. Bill doit accepter ce qui est arrivé à son frère et cesser de se sentir coupable. Et comme Eddie a surtout peur des germes et des maladies, il devrait lui donner des gants jetables et un masque pour qu'il se sente plus en sécurité. Avec toutes ses bases couvertes, il devrait pouvoir aller au combat en toute sécurité, sachant que Gripsou n'aura pas de munitions pour les effrayer. Au cours de sa rencontre, Eddie a réussi à retourner la situation contre la créature, prouvant une fois de plus qu'il est possible de se battre à l'ancienne si on est assez courageux. La prochaine fois que ça se présentera, au lieu de paniquer et de fuir pour sauver leur vie, ils devraient se serrer les coudes et passer à l'offensive avec toutes les armes dont ils disposent. Sachant que le clown ne peut que vous faire mal si vous avez peur, alors il n'y a vraiment rien à craindre. Et je ferai en sorte d'utiliser ça à notre avantage lors de l'affrontement final. Eddie rentre à l'hôtel et se précipite à l'étage pour se laver. Bill le suit de près, mais un skateboard descend les marches. Bill le frappe avec un porte-manteau et le renverse, révélant les mots « Tu ne seras pas là pour lui non plus ». Bill se rend compte que la menace est dirigée contre le nouveau gamin qui vit dans son ancienne maison, et il se précipite vers la sortie pour essayer de le sauver avant qu'il ne soit trop tard. Ben arrive en courant et dit qu'il a obtenu de Richie qu'il reste. Mais Richie se faufile par la porte de derrière et saute dans sa voiture, sans se rendre compte que Bowers est garé à quelques places de là. À l'étage, Eddie voit Bowers derrière lui dans le miroir de la salle de bain, et Bowers le poignarde en plein dans la joue avec son couteau. Encore vivant, Eddie recule dans la baignoire et ferme le rideau, puis il poignarde Bowers à la poitrine au moment où il allait l'ouvrir. Il court chercher ses amis en leur disant que Bowers est dans sa chambre, mais quand Ben va vérifier, il s'est déjà échappé par la fenêtre et il le voit sauter dans sa voiture et s'enfuir à toute allure. Bill se précipite à la foire et trouve le gamin entrant dans un palais du rire. Il court après lui et se fraye un chemin dans un tunnel éclairé à la lumière bleue, rempli de sacs de frappe peints comme des clowns fluorescents qui se balancent. Il arrive ensuite dans le labyrinthe des glaces et aperçoit à nouveau le garçon.
Il fait de son mieux pour le rejoindre en se frayant un chemin dans le labyrinthe, alors que le passage devient de plus en plus étroit. Finalement, il arrive à un endroit où l'enfant se trouve juste de l'autre côté de la vitre, mais il est horrifié quand il voit Gripsou surgir de l'obscurité derrière lui. Le clown commence à se frapper la tête contre la vitre. Il la frappe encore et encore jusqu'à ce qu'il finisse par la briser, dévorant l'enfant en une seule bouchée. Ok. Dès que Bill a vu le message sur le skateboard, il aurait dû savoir que Gripsou se servait de sa culpabilité refoulée pour l'attirer dans un piège. Au lieu de courir pour essayer de sauver le gamin et d'affronter Gripsou tout seul, j'aurais emmené le reste des ratés avec moi en renfort et j'aurais abordé la situation avec un peu plus de stratégie. Eddie est gravement blessé et Richie est introuvable. Ils ne seront donc pas d'une grande aide, mais il reste Ben et Bev en pleine forme. Et aux prises avec un clown surnaturel, 3 entités valent toujours mieux qu'une. À la foire, j'aurais séparé tout le monde. Bill aurait suivi les enfants directement dans le palais du rire, tandis que Ben et Bev auraient pu faire le tour et entrer par l'arrière. Et Eddie aurait pu rester dehors pour monter la garde. Avec cette stratégie, Gripsou aurait dû concentrer ses illusions sur 3 ou 4 personnes au lieu d'une seule. Avec un peu de chance, vu que Ben et Bev seraient arrivés dans la direction opposée, ils auraient pu rattraper le gamin un peu plus rapidement et lui sauver la vie. Comme Bill décide d'y aller tout seul, il se retrouve à regarder Gripsou dévorer un autre gamin innocent, ce qui, j'en suis sûre, était conforme à son plan diabolique. Son instinct naturel était d'essayer de sauver l'enfant avant qu'il ne soit trop tard. Mais qui sait, puisque Gripsou en a après les ratés, peut-être que si Bill avait ignoré son piège évident, il aurait laissé l'enfant tranquille. Pour l'instant, Bill est à 0 à 2 quand il s'agit d'empêcher des enfants d'être tués par le clown. Alors que Richie quitte la ville en voiture, il passe devant une synagogue locale et a un flashback du jour de la bar mitzvah de Stan. Alors que la cérémonie se termine, Stan quitte l'endroit en claquant la porte, disant qu'il apprécie plus que tout le fait d'être un des ratés. Assis seul en tant qu'adulte, Richie se souvient enfin de ce pourquoi il est censé se battre, et il décide de retourner aider ses amis. De retour à la bibliothèque, Mike attend seul l'arrivée du reste de la bande alors que la nuit tombe sur la ville. Un livre tombe d'une des étagères et s'ouvre sur une page contenant des coupures de journaux sur l'incendie qui a tué ses parents. Soudain, Bowers surgit de nulle part et se précipite sur lui avec son couteau levé. Mike riposte et le pousse à travers une vitrine, mais Bowers lui donne un coup de poing dans l'estomac et le fait tomber à terre. Il ramasse le couteau et se tient au-dessus de Mike. Mais alors qu'il est sur le point de lui porter le coup fatal, Richie arrive juste à temps et le frappe à l'arrière de la tête avec un tomahawk. Les autres ratés entrent et se regroupent, mais ils se rendent compte que Bill n'est pas avec eux. Mike l'appelle, mais il dit qu'il va affronter ça tout seul, et il raccroche le téléphone. Frustré, Mike dit aux autres que le plan ne fonctionnera pas s'il ne se serre pas les coudes. Et les ratés réalisent qu'ils se rendent à la maison abandonnée où ils ont combattu ça il y a près de 30 ans. Bill arrive le premier à la maison, mais au moment où il s'apprête à entrer, les autres ratés arrivent. Il insiste pour qu'il le laisse gérer les choses seul, mais il refuse, lui disant que les ratés se serrent les coudes. Tandis que Bev s'arme d'un fer de lance cassé de la clôture en fer. Bill conduit Eddie et Richie dans la cuisine, mais soudain Ben se tient l'estomac tandis que la porte se referme derrière eux, les séparant en 2 groupes. Dans le couloir, Ben s'effondre sur le sol tandis que les mots « Enfin à la maison » sont gravés sur son ventre par une force invisible. En se regardant dans le miroir, Bev voit Gripsou qui attaque Ben avec un couteau et est en train de finir son message. Puis il tend la main pour trancher la gorge de Ben. Réfléchissant rapidement, elle se précipite avec sa flèche en métal et brise le miroir, sauvant la vie de Ben juste à temps. Pendant ce temps, dans la cuisine, le réfrigérateur commence à trembler et la porte s'ouvre, révélant le corps contorsionné de Stan à l'intérieur. Sa tête tombe et roule de l'autre côté de la pièce en les narguant. Puis des pattes d'araignée poussent et elles se déplacent sur le sol, essayant de leur grignoter les chevilles. Ça s'approche de Bill, mais il esquive et le monstre tombe par un trou dans le mur hors de vue. Richie veut aller voir Eddie, mais l'araignée lui tombe dessus depuis le plafond. Bill essaie de l'enlever et crie à Eddie de l'aider, mais celui-ci reste tétanisé. C'est alors que le reste de la bande fait irruption dans la cuisine et que Ben poignarde la créature à plusieurs reprises avec un couteau. Bill la jette à travers la pièce et l'araignée descend les marches du sous-sol, disparaissant dans l'obscurité. Furieux contre Eddie de ne pas l'avoir aidé, Bill le colle au mur et lui dit que ça veut qu'ils aient peur, et qu'ils vont devoir surmonter leur peur s'ils veulent rester en vie. Ok, je sais que ça fait presque 30 ans et qu'ils ont perdu beaucoup de leurs souvenirs, mais c'est quand même surprenant de voir ces idiots faire les mêmes gaffes que la première fois. Quand ils étaient enfants, Bill a fait la même erreur de partir affronter Gripsou tout seul. À la fin, il a eu besoin de l'aide de ses amis pour s'en sortir vivant. Et heureusement, ils sont arrivés juste à temps. Après toutes ces années, nous voyons l'histoire se répéter. Mais au moins, le reste des ratés n'a pas oublié qu'on ne peut pas affronter Gripsou tout seul. Lors de leur première bataille, Bev avait pu utiliser une flèche de la clôture pour blesser Gripsou. Et c'est pourquoi elle décide sagement d'en reprendre une à présent. Il y a encore plein de fers de lance sur la clôture. Alors cette fois, ils auraient dû s'assurer que tout le monde en ait une ou deux avant d'entrer.
Quand ils étaient enfants, ils devaient se contenter de ce qu'ils trouvaient. Mais maintenant qu'ils sont adultes, ils peuvent apporter un peu plus d'artillerie lourde pour faire bonne mesure. Ils devraient avoir accès à toutes sortes d'outils, des haches aux battes de baseball et aux tronçonneuses en passant par les armes à feu. En tout cas, moi je me serais assurée que tout le monde était armé jusqu'aux dents avant d'entamer le combat. La dernière fois qu'ils étaient dans cette maison, Gripsou a claqué la porte pour les séparer les uns des autres. Et c'est exactement ce qui se produit à nouveau. Pour éviter ça, ils auraient dû rester groupés et nettoyer l'endroit une pièce à la fois, en s'assurant que personne ne se retrouve dans une position où il pourrait être facilement attaqué. Pour un clown, Gripsou n'est pas très créatif, je trouve, parce qu'il les attaque même depuis le réfrigérateur de la cuisine, ce qui est exactement ce qu'il avait fait quand ils étaient gosses. Donc dès que j'aurais vu ce frigo bouger, j'aurais su ce qui allait se passer, et je l'aurais poussé pour que la porte soit au sol, laissant la créature bloquée à l'intérieur. Peut-être qu'alors elle apprendrait à trouver de nouveaux matériaux. De toutes les choses qu'ils ont affrontées jusqu'à présent, je dois dire qu'une tête d'araignée qui mord les chevilles n'est pas si terrifiante quand on y pense. Si cette chose s'en prenait à moi, je la balancerais à travers la pièce comme si je jouais au kickball. La seule raison pour laquelle elle a réussi à être une sorte de menace, c'est parce qu'ils étaient désorganisés et désarmés. Mais je vous promets que si c'était moi qui dirigeais l'attaque, cette chose aurait été grillée avant même qu'elle ne comprenne ce qui se passe. La bande se rend au sous-sol et descend par le vieux puits. Ils pénètrent dans le système d'égout en dessous, marchent dans les tunnels et se rendent à l'endroit où ils ont eu leur dernier affrontement avec ça quand ils étaient enfants. Alors qu'ils entrent dans la caverne, Bev entend Gripsou murmurer son nom depuis les tunnels derrière eux. Mais elle ne voit rien. Juste au moment où il semble que la voie est libre, la vieille dame démoniaque jaillit et la tire sous l'eau. Le reste de la bande plonge alors pour l'aider. Mais une fois de plus, Eddie est le seul à rester en arrière. Il attend quelques instants plein de tension jusqu'à ce que ses amis refassent enfin surface et ramènent Bev hors de la boue. Il grimpe sur la plateforme en bois et Mike ouvre la trappe en son centre. Bev demande ce qu'il y a là-dessous, mais il répond que personne ne le sait, et il descend dans l'obscurité. Eddie dit qu'il ne peut pas le faire, mais Richie l'encourage et l'aide à rassembler son courage. Bev lui donne la flèche de la clôture, lui disant qu'elle tue les monstres s'il y croit, et un par un, ils suivent tous Mike dans l'inconnu. Ils atteignent le fond et rampent à travers une ouverture étroite, jusqu'à une gigantesque caverne profondément enfouie dans le sol, où ça a fait son nid à l'origine. Une fois arrivé au centre de la grotte, Mike sort l'artefact et le place sur le sol. Il en tapisse l'intérieur avec de l'essence à briquet avant d'y déposer une allumette et de l'enflammer. L'un après l'autre, ils mettent leur symbole de sacrifice dans la flamme, en commençant par le bateau de Georgie pour Bill, l'inhalateur pour Eddie, le poème pour Bev, la page de l'album de fin d'année pour Ben, le jeton d'arcade pour Richie, une pierre couverte de sang de Bowers pour Mike et enfin pour Stan, le bonnet de douche. Les ratés se prennent la main et Mike explique le processus du rituel. La première étape était de se réunir, et la seconde, de sacrifier leurs reliques. Et maintenant, c'est l'heure de la partie finale. Soudain, la flamme de l'artefact s'éteint et les lumières mortes apparaissent dans la caverne au-dessus d'eux. Mike leur ordonne de ne pas regarder les lumières, mais de fermer les yeux et de crier à l'unisson l'incantation qui transforme la lumière en obscurité. Les lumières descendent en spirale vers eux pendant qu'ils continuent à crier le sort, et elles finissent par disparaître dans l'artefact. Mike essaie de fermer le couvercle, mais les lumières se transforment en un des ballons rouges de Gripsou, qui se gonfle jusqu'à occuper toute la place et finit par exploser en les envoyant tous voler à travers la caverne. La bande commence à se regrouper, mais quand ils lèvent les yeux, ils voient Gripsou qui les observe depuis le milieu de l'hôtel. Il commence à les narguer en révélant qu'il a tué les Amérindiens qui ont accompli le rituel, ce que Mike savait depuis le début, mais qu'il a dissimulé pour que les autres acceptent au moins d'essayer. Soudain, les lumières mortes ressurgissent hors de l'artefact, tournoyant autour de la pièce, tandis que Gripsou se transforme en une énorme araignée clownesque, qui abat sur Mike son énorme griffe. Mais Bill l'écarte juste à temps. Les ratés s'enfuient pour sauver leur vie, tandis que Gripsou les poursuit autour de la caverne. En essayant de fuir, ils se séparent dans différentes cachettes. Bev et Ben courent dans un tunnel sans issue, quand soudain, ils sont tous les deux entraînés dans des directions différentes par une force puissante. Bev se retrouve piégée dans une des cabines de toilette de leur ancienne école, tandis que Ben s'écrase sur le sol de leur clubhouse dans les bois. La porte de la cabine commence à trembler alors que toutes les personnes qui ont abusé de Bev essaient de se frayer un chemin. Tout à coup, les toilettes commencent à être inondées de sang, tandis que le clubhouse commence à s'effondrer en enterrant Ben. Ils luttent tous les deux pour sortir, mais Gripsou claque la porte sur Ben, le piégeant à l'intérieur. Alors qu'elle est sur le point de se noyer, le père de Bev vient la harceler, mais elle ferme la porte d'un coup de pied en lui coupant les doigts. Elle entend Ben l'appeler et rassemble ses forces, frappant la porte de la cabine d'un coup de pied et le sauvant juste à temps. Ils retombent sur le sol de la grotte, mais doivent se remettre à courir quand ils entendent Gripsou rire dans l'ombre. Pendant ce temps, la créature tourne son attention vers Richie et Eddie qui courent dans un tunnel, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant 3 portes marquées de façon suspecte. Pensant qu'il doit s'agir de philosophie inversée, ils ouvrent la porte marquée « Très effrayant ».
et une paire de jambes d'enfant démembrées vient vers eux en sautillant. Claquant cette porte, ils ouvrent celle qui est marquée « pas effrayant du tout ». Et ils se retrouvent face à un petit chien tout mignon, mais qui se transforme en une horrible créature dès qu'ils ont le dos tourné. Ils claquent cette porte aussi et réalisent que Gripsou semble parti pour l'instant. Et ils décident de retourner dans la caverne et de chercher leurs amis. Bill plonge dans une grotte inondée et refait surface dans le sous-sol de son enfance. En regardant autour de lui, il voit une version plus jeune de lui-même descendant les escaliers, et son petit frère mort qui le nargue depuis l'ombre. Bill réalise soudain que son bras court le long du dos de la veste de Georgie, le contrôlant comme si c'était une marionnette. L'enfant tourne sur lui-même, révélant son visage zombifié, et Bill le retient sous l'eau. Le jeune Bill descend dans l'eau et pointe un pistolet à bestiaux sur la tête de l'adulte Bill, en disant qu'il mérite de mourir pour avoir laissé Gripsou s'emparer de leur petit frère. Mais l'adulte Bill lui dit que ce n'est pas de leur faute. Et quand il appuie sur la gâchette, rien ne se passe. Bill prend le pistolet d'abattage des mains de l'enfant, le retourne contre lui et appuie sur la gâchette. L'apparition fait soudain pousser les dents de Gripsou qui s'élance à nouveau sur lui, le faisant tomber dans l'eau. Bill refait surface dans la grotte et Mike court pour l'aider, mais Gripsou lui coupe la route. Mike campe sur sa position, disant qu'il n'a pas peur, mais Gripsou le saisit avec ses tentacules. Richie lance alors une pierre et frappe ça à la tête, attirant son attention. Il attrape une autre pierre, mais Gripsou ouvre la bouche, l'assommant avec ses lumières mortes. Richie flotte dans l'air, mais c'est alors qu'Eddie se souvient de sa flèche et il l'envoie à travers la caverne comme une lance, en plein dans la bouche géante de Gripsou. Le clown tombe à la renverse, empalé sur une pointe faite de pierre. Et pendant un instant, on se dit que la bataille est terminée. Eddie court voir Richie en disant qu'il pense l'avoir tué. Mais tout à coup, une des pointes de ça traverse la poitrine d'Eddie, le soulevant dans les airs et le projetant dans une autre partie de la caverne. La bande se précipite pour aider Eddie, tandis que ça se remet lentement debout, bien qu'il soit gravement blessé. Eddie explique qu'il avait failli tuer la créature à la pharmacie. Et ils réalisent que s'ils peuvent attirer Gripsou dans une section de la grotte où il est obligé de reprendre une taille normale, ils pourront l'éliminer. Forcés de laisser Eddie derrière eux, le reste de la bande se faufile par un passage latéral pour revenir dans la caverne principale. Ils repèrent la sortie et courent vers elle, mais Gripsou saute devant eux et leur coupe la route. Avec ça qui s'abat sur eux, Mike réalise qu'ils ont une dernière option. Transformer Gripsou en petit en lui faisant croire qu'il l'est. Gripsou se moque de cette idée, leur disant qu'il est le mangeur de monde, mais Mike leur répond que ce n'est qu'un clown. Ensemble, ils commencent à rabrouer la créature, la traitant d'imitatrice et de brute, et ils réalisent qu'il perd son pouvoir à chaque mot. La créature s'éloigne en titubant, reculant jusqu'à se recroqueviller sur le sol au milieu de la caverne. Richie lui arrache un bras, tandis que le reste de la bande se rapproche, criant sur la créature jusqu'à ce qu'elle ait la taille d'un petit enfant. Mike s'avance et la créature tente de se jeter sur lui, mais elle n'a plus la force de se défendre, et il lui arrache le cœur battant de sa poitrine. Les ratés s'en saisissent tous et serrent le cœur avec force, alors que Gripsou meurt et que les lumières mortes s'éteignent. La bande retourne voir Eddie, mais il est mort. Et ils sont obligés d'éloigner Richie et de s'enfuir pour sauver leur vie, alors que la caverne commence à s'effondrer. Ok, j'arrive pas à croire que ça ait marché. Malgré toute ma stratégie, il s'est avéré que tout ce qu'ils avaient à faire pour battre Gripsou, c'était de l'intimider pour qu'il fasse une crise d'identité. C'est dommage qu'ils aient perdu Eddie dans le processus. Le clown est peut-être à terre, mais en regardant vers le passé, il y a encore quelque chose que je veux souligner qui aurait pu les aider en cours de route. Quand ils étaient enfants, Gripsou avait été capable de séparer Stan du reste du groupe dans les égouts, et il a utilisé le même tour sur eux, encore une fois en tant qu'adulte. Pour éviter ça, j'aurais attaché une corde autour de chacun d'entre nous et je serais resté en formation serrée tout le temps. De cette façon, ils n'auraient pas pu nous séparer. Et comme il n'y aurait eu aucun moyen de s'enfuir seul quand les choses devenaient complètement folles, ça aurait forcé tout le monde à se serrer les coudes et à tenir bon. Est-ce qu'une simple corde nous aurait garanti d'être à l'abri des ruses de Gripsou ? Probablement pas. Mais on ne saura jamais avant d'avoir essayé. Enfin, sachant que Gripsou utilisera les lumières mortes pour nous étourdir si le combat ne se déroulait pas comme il le souhaitait, je me serais assurée de porter des lunettes de soleil réfléchissantes ou d'avoir un miroir, et j'aurais pu voir s'il apprécie le goût de sa propre médecine. Eddie aurait dû savoir que les monstres des films d'horreur ne sont pas morts tant que vous n'avez pas confirmé le meurtre. Donc le laisser en faire sa dernière victime alors qu'il avait Gripsou dans son dos était une erreur de débutant. Les ratés survivants courent à travers les grottes, traversent les égouts, retournent dans la maison et s'échappent juste au moment où l'endroit s'effondre en un tas de décombres qui se retrouvent comme aspirés par un vortex. N'ayant nulle part où aller, ils se dirigent vers la carrière et sautent dans le lac pour se laver dans l'eau. Ils partagent une grande étreinte de groupe en mémoire d'Eddie. Et Bev et Ben s'embrassent enfin. En marchant dans la ville, la bande réalise que les cicatrices sur leurs mains ont guéri et que leur serment de sang est enfin respecté.
Dans le reflet de la vitrine d'un magasin, ils se revoient tous enfants, avec Eddie et Stan à leur côté également. Maintenant que ça est définitivement vaincu, ils sont enfin libres de partir chacun de leur côté. Ils vont tous pouvoir vivre heureux pour toujours, en emportant avec eux les souvenirs de leur formidable amitié. Mais qu'en pensez-vous ? Comment feriez-vous si le clown qui vous hantait, vous et vos amis quand vous étiez petits, réapparaissait à l'âge adulte ? Vous lui botteriez les fesses de la même façon ou retourneriez-vous à la maison pour retrouver votre maman ? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!